La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans l'extraordinaire univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Alors c'est quoi les interviews d'Eric Cooper, me diront ceux qui découvrent peut-être ce podcast pour la première fois. Eh bien, c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Et avant de découvrir celui qui est acteur du podcast aujourd'hui, une petite citation. Je ne suis pas la même après avoir vu la lune briller de l'autre côté du monde. Citation de Mary Ann Radmacher. Et notre invité aujourd'hui, eh bien, c'est Rostand Thuilieu, qui est le directeur de YFU Belgique. YFU. Mais à votre avis, qu'est-ce qui se cache derrière ces trois lettres ? Eh bien, c'est la question que j'ai posée, la première question que j'ai posée à notre invité. YFU, c'est un acronyme qui veut dire Youth for Understanding. Donc, si je paraphrase, je traduis, je vais dire en français facile, comme on dirait, c'est la jeunesse pour la compréhension. Donc, ça a été créé en 1951 à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, où on essayait de créer, on a fait le pari de former des jeunes comme ambassadeurs de la paix, donc avec les valeurs de la citoyenneté, d'ouverture, de la tolérance, etc., etc. Donc, c'est ainsi que 75 jeunes Allemands ont dû partir comme ça en immersion dans des familles américaines, ont séjourné, apprendre les habitudes, parler la langue, pour pouvoir rentrer chez eux aussi et être porteurs de ce message de paix. Et d'année en année, cet échange a continué et s'est étendu dans le monde entier. Et aujourd'hui, vous avez aussi... nous avons le bénéfice en Wallonie d'avoir le bureau Youth for Understanding en Wallonie. Le premier échange qui a eu lieu entre ces Allemands et ces Américains, il s'est passé comment ? Est-ce qu'il y a eu des tensions ? Ou bien on a vraiment vu qu'il y avait vraiment un besoin de compréhension entre les deux cultures, les deux peuples ? Il y avait une dimension de citoyenneté, de tolérance. Donc, la première chose qui a dû se passer, je n'étais pas témoin, mais je suppose, puisque je n'ai pas les écrits à ce moment-là, on a dû quand même les former aux différences et aux chocs culturels, parce qu'il fallait se préparer à arriver dans un environnement où il y avait encore ces tensions des Deuxième Guerre mondiale pour désamorcer un petit peu ces barrières, cette espèce d'esprit de guerre froide. Et les familles aussi dans lesquelles ils allaient séjourner ont dû aussi avoir une formation par rapport à ça. Une ouverture, une tolérance, etc., etc. Je pense qu'ils ont dû faire tomber d'abord ces barrières et ces peurs, et ensuite, ça s'est passé, je vais dire, tout naturellement, puisque nous sommes tous des hommes et des femmes. Donc le but, c'est ça, c'est de créer de la compréhension entre les peuples. Oui, parce que, vous savez, quand il y a une compréhension, quand tu as une écoute, une compréhension mutuelle, donc finalement, il y a plus une tolérance, c'est-à-dire on fait tomber les stéréotypes, on fait tomber les préjugés, et par rapport à ça, la langue permet de pouvoir communiquer, certes, mais une fois qu'on est en immersion, on apprend aussi les habitudes, on apprend aussi les codes culturels, les valeurs qui viennent comme ça enrichir et contribuer vraiment à casser ces préjugés ou les peurs ou les barrières. Voilà. Est-ce que les étudiants qui voyagent, justement, c'est uniquement pour apprendre une langue étrangère ? Chez nous, oui, la plupart des jeunes qui viennent, c'est pour aller apprendre une langue. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont à l'étranger ? Vous me direz-vous, ils peuvent l'apprendre ici en Belgique. Mais l'avantage, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils sont en immersion dans un pays, dans un environnement. Ils apprennent la langue, les codes et tout ce qui va avec. Je vais vous donner un exemple tout simple. La dernière élection aux États-Unis par celle de Joe Biden, je parle de celle de Donald Trump. Nous, ici en Europe, on avait des commentaires assez, je vais dire, acerbes sur Donald Trump, mais avec une vision totalement européenne. Cette année, là, on a eu le privilège d'avoir des jeunes qui étaient partis aux États-Unis lors de l'élection de Donald Trump. Ils ont certes appris la langue, le fait d'avoir appris la langue, ils ont parlé avec les Américains, et les Américains leur ont expliqué pourquoi ils votaient Donald Trump. Donc, une fois qu'ils avaient compris ça, nos jeunes, vous voyez, ils ont appris la langue, ils ont compris pourquoi. Donc, même si ils ne supportaient pas la politique de Donald Trump, au moins ils avaient une tolérance et une compréhension de pourquoi on a voté Donald Trump. Parce qu'ils étaient en immersion, ils ont compris le pourquoi en vivant la réalité sur place. Vous parlez des États-Unis. Si un étudiant veut aller aux États-Unis, il doit quand même avoir des bases en anglais, parce que s'il arrive, il reste un an, peut-être moins, vous m'avez dit pour certains, mais il faut quand même avoir un minimum de bases en anglais pour partir comme ça dans un pays comme les États-Unis.
Oui, tous les pays en général, il faut un minimum de base. Ça correspond à 2 années d'apprentissage ici dans le secondaire. Hein. Donc, ça va dire bonjour, quand même, bonsoir, le b.a.-ba, quoi, on va dire ça comme ça. Quelles sont les qualités qu'il faut pour partir comme ça à l'étranger? C'est assez complexe parce que c'est dans le dossier du jeune, il y a certes, on essaie de comprendre ses motivations. Et il y a aussi comment dire ça, l'école, enfin, c'est cotes qui comptent. Donc, on regarde ça depuis quand même tout son parcours scolaire parce que c'est quand même, s'il va apprendre la langue, il sera quand même scolarisé comme tout un jeune. Donc, il faut qu'il puisse aller à l'école régulièrement. Donc, en principe, c'est les étudiants les plus assidus qui doivent faire ce genre de programme. Même si on ouvre ça à tout le monde, il y a ça. Deuxième chose, qu'on se rende compte que le jeune est curieux d'apprendre, donc il va adhérer à cette opportunité d'aller rencontrer d'autres personnes, qu'il soit ouvert, à acquérir des compétences interculturelles par la citoyenneté, parce qu'une fois qu'on est à l'étranger comme ça, ces jeunes, on les responsabilise par rapport à ça. Imaginons un jeune qui se retrouve, je ne sais pas moi, en Rhénanie, en Allemagne, il est le seul dans son école. On lui fait prendre conscience qu'il sera le seul Belge, donc tout ce qu'il dira là-bas sera pris comme parole d'évangile en ce qui concerne la Belgique. Donc, il faut qu'il ait des informations adéquates et qu'il soit responsable de ça et se rende bien compte que, tiens, si par exemple, je veux dire que la Belgique c'est le pays de la gaufre, qu'il y a la gaufre de Bruxelles, il y a les gaufres de Liège, etc., qu'il puisse faire ces nuances pour en profiter aussi, promouvoir la Belgique et à l'étranger. Donc, ouais, que c'est un jeune qui soit d'accord de jouer à ce jeu-là, et parce que quand ils vont partir, on va les former à ça, on va leur donner des informations. Exemple, pourquoi est-ce qu'en Belgique, nous avons 5 gouvernements et on reste 1 an sans gouvernement et le pays tourne quand même. Donc, on leur explique comment est organisée un petit peu la politique belge, parce que là où ils seront, ils vont devoir un peu répondre à ce genre de questions, même s'ils ne sont pas les spécialistes, vous voyez. Donc, que ce soit les jeunes curieux et qui se sentent comme ambassadeurs de la Belgique, et quelque part, on doit pouvoir voir en eux qui pourront devenir ce que nous appelons chez nous des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Mais c'est stressant quand même de partir à l'étranger en sachant qu'on va être ambassadeur de notre pays. C'est pas stressant, ça éveille chez eux ce que j'appelle le sens de la responsabilité. Ils se sentent responsables. C'est vrai qu'au départ, ouais, c'est quand même assez... Allez, c'est une charge sur les épaules, c'est vrai, mais quelque part, on le dit qu'in fine, ils auront contribué de par leur action, de par leur présence, de par leur participation au programme, à être des ambassadeurs, non seulement de la Belgique, mais de la paix et de la compréhension mutuelle entre les peuples. Donc voilà, c'est un peu ça. Et je pense que c'est assez gratifiant et valorisant pour eux à la fin du parcours. Vous parlez de paix, de compréhension entre les peuples. Quand on voit la situation actuelle, on se dit que peut-être des initiatives comme la vôtre, il faudra en faire beaucoup plus. Tout à fait. Donc justement, j'en parlais encore récemment avec l'actualité malheureuse que nous vivons en Ukraine. Ça nous montre bien que plus que jamais, nous ne devons pas baisser les bras et que nous devons nous reconcentrer encore sur l'ADN sur notre ADN, nos valeurs fondatrices. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le mouvement était parti suite à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous voyez, on a voulu construire comme ça la paix. On se rend compte aujourd'hui que les peurs que nous avions recommencent. Donc, on doit redoubler d'ardeur, on doit, je ne veux pas dire questionner, mais se repositionner fortement pour pouvoir contribuer, si on peut contribuer par nos actions d'immersion culturelle via les jeunes, à amener la paix dans le monde. Et quand les jeunes reviennent en Belgique, est-ce que ce qu'ils ont appris grâce à leur voyage, ils l'appliquent aussi en Belgique? Parce qu'en Belgique, on a quand même beaucoup de nationalités différentes. Parfois, on veut faire croire que certains problèmes viennent de certaines nationalités. Ces jeunes, ils ont un esprit plus ouvert grâce à ça, grâce à ce voyage? Bon, ils sont très ouverts et ils ont développé, je pense, une écoute aussi active, sans se rendre compte, vous savez, et les notions d'assertivité sont les choses qui leur parlent, et ils sont prompts, je vais dire, ils acquièrent aussi un leadership à devoir développer, argumenter, dans le but de se faire comprendre. D'ailleurs, au sein de l'organisation, nous avons ce qu'on appelle chez nous un club d'alumni. Quand ils reviennent, on leur donne la possibilité de prolonger leur séjour, c'est-à-dire eux-mêmes en étant des formateurs des jeunes qui vont partir. Donc, vous voyez, donc, en faisant ça, ceux qui s'y impliquent, on se rend bien compte qu'ils ont compris le sens de ce qu'on veut faire. D'ailleurs, quasi 80% des jeunes qui reviennent veulent faire cette action-là. Donc, et je pense vraiment qu'il y a un impact au niveau dans l'environnement via nos jeunes.
pour rassurer un petit peu les parents qui ont peut-être envie que leur fils ou leur fille partent comme ça à l'étranger, l'étudiant qui part n'est pas jeté seul au milieu de nulle part, hein. Vous continuez à lui apporter un soutien durant tout son séjour. Oui, il y a tout un parcours, un circuit au niveau de l'inscription chez nous. Du moment que le jeune s'est inscrit chez nous, il est déjà suivi par, certes, le bureau. Et dans le terrain, nous avons toute une équipe de bénévoles qui leur sont attitrés. Donc, ils vont leur rendre visite, les interviewer, etc., etc. Et à l'étranger, il y a exactement cette structure qui est aussi mise sur place pour les encadrer. Et les familles d'accueil sont encadrées autant que les jeunes. C'est-à-dire, il y aura toujours quelqu'un ou quelqu'une à qui s'adresser si on a un problème. Et de toute façon, avant le départ, on les prépare, on les forme. Ça dure quasi une semaine de préparation et de formation, enfin 3 ou 4 jours en fonction un petit peu des groupes. On fait pareil pour les familles. Et à l'étranger, quand ils arrivent sur place, il y a aussi une préparation d'accueil. On les accueille aussi en disant, tiens, bienvenue, je sais pas moi, au Japon, voici comment c'est passé d'habitude chez nous. On les prépare comment les us et coutumes du Japon, etc., etc. Et les familles qui accueillent les jeunes, on les prépare pareil. On dit, voilà, ce jeune vient de la Belgique, faites attention qu'en Belgique, voilà ce qu'il peut. Voilà, donc, soyez conscients de tout ça. Et comme ça, vous allez co-construire ensemble une nouvelle relation pour qui fera de ce jeune un membre intégral de la famille. Et on peut rassurer les parents, tous ceux qui sont partis sont revenus. Alors, quels sont les critères pour être famille d'accueil ? Il n'y a pas de critères à proprement dit. Il faut simplement d'abord adhérer, je veux dire, à ce projet associatif qui, depuis 1951, continue. Ça va être la première chose. Donc, vouloir ouvrir sa porte à un jeune et le soutenir durant son échange. Et voilà. Et de toute façon, l'une des caractéristiques les plus importantes, que nous regardons en priorité, il faut que la famille soit capable d'offrir aux jeunes ce qu'on appelle le gîte, le couvert et le blanchir. Il faut au moins ça. Il ne faut pas que l'accueil d'un jeune dans une famille soit source de déséquilibre à ce niveau-là. Donc voilà, il faut que la famille puisse nourrir le jeune, blanchir le jeune et lui donner une chambre, quoi, un toit. Oui, donc il faut qu'il ait sa propre chambre en fait. Tout à fait, il peut avoir sa propre chambre ou même partager sa chambre dans certaines conditions qui respectent les règles de la famille en fait. Et en fait, quelles sont les motivations des familles d'accueil ? Pourquoi les personnes vous contactent, des familles vous contactent en disant voilà, je veux accueillir un étudiant étranger ? D'abord, il faut savoir que tous les étudiants internationaux qui viennent en Belgique, on les met dans les écoles. Donc, ils sont en contact avec nos enfants et nos enfants se rendent bien compte que, tiens, il y a quelque chose qui se passe là, donc ils échangent ensemble, ils en parlent en famille et les familles se rendent bien compte de la richesse que ces familles-là ont. Donc, et par exemple, à la fin de l'accueil de certaines familles, les contacts restent. Donc, je connais des familles qui vont au mariage de leurs étudiants, et il y a les étudiants qui viennent visiter les familles parce qu'il y a eu un nouveau-né, les choses comme ça. Donc, ces contacts restent à jamais. Et je pense que ça n'a pas de prix pour les familles, ça. Et les ponts sont construits à jamais, et c'est très enrichissant. Donc, savoir que, je sais pas, moi, on habite à Waterma-Boisfort et qu'on a une famille, soit une vraie famille du côté du Kansas, et avec qui on a des relations nourries, passionnées et empreintes d'émotions réelles, c'est quand même quelque chose qui n'a pas de prix. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire par rapport à ça. Tout ceci est une grande motivation pour les familles pour accueillir. Comment est-ce que vous préparez les familles et les étudiants à ce que j'appellerais les différences culturelles ? Parce qu'on parlait du Japon, j'imagine qu'un Belge qui va débarquer au Japon, ça va être un choc. C'est pas un choc, c'est un choc culturel. Donc voilà, ça peut être dynamite comme dynamique, mais ce choc pour nous il est dynamique, pas dynamite. Bon, je vais arrêter ce jeu de mots. Non, nous avons un planning, un plan de formation qui est supervisé par nos détachés pédagogiques, dont le contenu est très très étudié, très très planifié, pour essayer d'abord d'ouvrir, de mettre en perspective les différences culturelles qui vont arriver, pour essayer comme je disais tout à l'heure, de faire prendre conscience, même aux familles qui accueillent, qu'elles sont quelque part aussi les ambassadeurs de la Belgique. Parce qu'il ne faut pas qu'une famille qui accueille, que ça se passe mal, ou bien donne une mauvaise image de ce qui n'est pas de la Belgique. Donc on les fait prendre conscience de ça. Et on les fait prendre aussi conscience de la communication, hein, parce que, vous savez, quasi 90% même dans le monde entier, les problèmes qui peuvent survenir sont généralement dus à problèmes de communication. Donc, on a dit qu'à ce moment-là, la communication sera un paramètre encore autrement plus important à prendre en compte. Donc, et bien sûr, d'être tolérant, d'être ouvert. Et voilà, tout ça dure, c'est un cycle de formation qui dure pour les familles toute une journée. On les met en situation toute une journée. Et pour les étudiants, quasiment, ça dure 3 à 4 jours pour les étudiants.
Est-ce qu'il y a des différences entre l'Erasmus et YFU, ou bien c'est tout à fait la même chose? Bon, l'Erasmus, c'est pour l'enseignement supérieur déjà. Et nous, YFU, nous avons nos jeunes sont de 15 à 18 ans. Donc, c'est vraiment les étudiants qui sont en secondaire. Donc, on peut dire que c'est l'Erasmus Junior, par exemple. Donc, voilà, la différence, c'est simplement là. C'est pas des vacances, hein, le séjour. Donc, le jeune, on va reprendre l'exemple du Japon. Il faut continuer à suivre sa scolarité, mais ça se passe comment? Parce que j'imagine que la scolarité au Japon était quand même différente de celle qui est en Belgique. Alors, est-ce qu'il y a quand même des différences? Est-ce qu'il faut se préparer? On se retrouve dans une classe pleine de Japonais. Ça doit être un peu stressant quand même. Oui, l'étudiant qui va arriver, dans le cas du Japon, ça peut être un autre cas. Il y a une équipe académique qui va l'intégrer en fonction un peu de ses compétences dans la classe où il doit être, donc faire l'équivalence. Et je vous ai dit que dans le dossier du jeune, il y a une partie qui concerne son parcours scolaire qu'on transmet au pays d'accueil, qui en fonction de ça va le mettre en équivalence de la classe où il doit aller. Vous me direz, l'étudiant ne parle pas la langue, c'est vrai, mais c'est l'école et la famille qui vont essayer, dans un premier temps, de mettre tout sur place pour que la langue ne soit pas une barrière totale pour qu'il ait son niveau académique normal. Mais de ce côté, c'est là que je vous dis, à chacun son métier. On fait confiance à toutes les écoles, jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé, qui s'occupent de la remédiation pour ces jeunes au départ, et pour qu'ils puissent, à terme, alors, se mettre à niveau, quand il aura commencé à développer les compétences linguistiques, qui est son niveau normal. Et je pense que 100% des jeunes sont partis, n'ont pas eu ce genre de problème. Alors, dans combien de pays on peut partir? Je suppose que tous les pays européens sont couverts. On parlait des États-Unis, on parlait du Japon. Est-ce qu'il y a des pays en Afrique, en Asie aussi? Quels sont un peu les pays dans lesquels on va le moins? Bon, je vais d'abord vous dire, en ce qui concerne YFU, c'est un réseau d'une 50aine de pays dans le monde entier. Donc voilà, un peu dans tout le monde, on couvre globalement tout le monde. C'est vrai, nous avons le continent africain qui est très très moins représenté. C'est pas par discrimination, c'est simplement qu'on envoie des jeunes dans des endroits où on est certain que d'abord les pays respectent les valeurs que nous défendons et surtout que le jeune sera en sécurité. Donc, voilà, en Afrique, nous avons l'Afrique du Sud, ça se passe très très bien en Afrique du Sud, nous avons Libéria, le Ghana et l'Amérique du Sud, c'est aussi les mêmes problèmes que nous avons. Nous n'en voulons pas dans tous les pays d'Amérique du Sud, on en va dans les pays où on est aussi sûr que le jeune sera en sécurité, où il y a par exemple un bureau YFU qui fonctionne sans que les conditions politiques n'en empêchent. Certes, l'Europe c'est très facile, nous sommes dans la Constitution européenne, donc fatalement on est dans toute l'Europe, les États-Unis aussi, et en Amérique latine, nous avons des pays comme l'Argentine, l'Équateur, le Brésil, le Chili, pour ne citer que cela, ce sont des destinations où nous allons régulièrement, donc voilà. En préparant l'interview, vous m'avez dit que la durée du séjour était de 1 an. Si le jeune a envie de rester plus, est-ce que c'est possible ou pas? En général, c'est à partir de 3 mois jusqu'à 1 an. Donc, je l'ai dit tout à l'heure que 90%, c'était plus ou moins une année scolaire. Donc, en fait, il faut quand même ça pour pouvoir... Parce que nous, la différence qu'il y a entre YFU et ces autres organismes, nous, on privilégie dans le temps. Parce qu'avec le temps, il apprend vraiment la culture. Il devient quasiment, je vais dire, bilingue au sens complet du terme. Donc, il faut un peu de temps pour le faire. C'est pour ça qu'on privilégie l'année académique entière. Rester plus que 2 ans, c'est pas dans nos programmes. Donc, c'est exceptionnel. Ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. C'est 1 année maximum. Quand vous discutez avec des étudiants donc internationaux qui viennent ici en Belgique, est-ce que vous constatez qu'ils ont une bonne connaissance de la Belgique ou une connaissance pas très bonne de la Belgique? Je vais dire, ils ont une connaissance au-dessus de la moyenne du Belge normal. Voilà, comme ça vous allez comprendre ce que je veux dire. Nous avons une activité chez nous, lors du parcours, il y a la dernière activité que les étudiants internationaux pratiquent, qu'on appelle chez nous la réentrie. Donc on les prépare au retour, parce qu'autant on les prépare pour de partir, on les prépare aussi au retour. En leur disant, attention, vous êtes différents, tu vas arriver, tu es ado, tu n'auras plus les mêmes amis peut-être, ou quand tu leur parleras d'un sujet, ils ne comprendront même plus de quoi tu parles. On les prépare à ces différences-là. Par exemple, tes parents, ça fait 1 an, ils ne t'ont pas vu, tu leur as manqué, ils sont tout contents de te voir, mais toi, tu vas arriver triste parce que ta famille d'accueil te manque, donc il y aura cette différence qui va arriver. On les prépare un peu à tout ça. Mais lors de cette réunion, je me délecte toujours de pouvoir me mettre au groupe des jeunes qui ont été placés dans toute la Wallonie à Bruxelles et de se rendre compte des discussions qu'ils peuvent avoir. Et ce qui m'a surpris la dernière fois, ça j'ai déjà dit à un de vos confrères, c'est que j'avais 3 jeunes qui parlaient et ils ont dit, voilà, moi j'ai une chic. Je dis, quoi une chic? Il dit, mais non, après il a pris une longue discussion, il dit, ah, c'est un bonbon. Il dit, non, c'est une boule. Donc vous voyez,
On voit qu'ils ont été dans plusieurs régions et ils ont acquis cette spécificité des régions. Et en parlant comme ça ensemble, les trois découvrent qu'il y a le français, il y a le français belge, et dans le belge, il y a aussi des spécificités par rapport aux régions. Donc ça, je vous disais tout à l'heure qu'ils sont au-dessus de la moyenne belge, parce que je ne suis pas sûr que les jeunes liégeois savent que de l'autre côté, on dit une boule, et je ne suis même pas sûr que ces gens savent qu'ils ont dit une chic. Vous voyez ? Quels sont les changements que vous avez constatés quand vous voyez les jeunes Belges qui reviennent, qui ont passé un an à l'étranger? Quels sont vraiment, dans leur caractère, leur façon de faire, leur façon de parler, qu'est-ce qui vous a vraiment frappé? D'abord, ils acquièrent un sens du leadership qui est indéniable. Je dis toujours, quand les jeunes, quand ils partent, ils veulent partir chez nous, ils arrivent intimidés, adolescents, ils nous voient, etc., etc. Mais quand ces jeunes reviennent aussi en Belgique, je vous dis tout à l'heure, on fait encore une réunion qu'on appelle le homecoming, c'est-à-dire une espèce d'évaluation de leur séjour. Alors là, quand je revois les mêmes jeunes, parce qu'on les pose des questions, on est ouvert, on fait un peu des critiques constructives du programme. Vous voyez le leadership avec lequel ils vous expliquent leur séjour. Vous voyez comment ils essayent d'être convaincants, de vous expliquer le pourquoi du comment. Donc, ils ont un leadership naturel qui les met déjà en situation de porter un projet, de porter des activités, d'être leader dans des activités. Donc c'est vraiment, je dirais plutôt celui-ci sens de leadership que moi j'entrevois, parce que c'est pas forcément la langue, parce que quand ils viennent, ils parlent mieux la langue que moi. Donc c'est un peu ça que je teste. Alors, il y a moyen aussi de devenir volontaire dans votre ASBL. Est-ce que les volontaires, c'est les anciens étudiants internationaux, ou bien c'est tout un chacun? Quelqu'un peut aujourd'hui venir frapper à votre porte et dire, voilà, je voudrais être volontaire? Oui, c'est les deux. Mais je dois vous avouer que 95%, ce sont nos anciens étudiants. Mais il y a aussi des gens qui viennent frapper à la porte, qui rentrent, qui intègrent l'équipe. Et ça se passe aussi très, très bien. Pourquoi je dis 95%? Parce que c'est vraiment nous avons la matière de base pour le recrutement, mais on en appelle, et je profite pour lancer aussi un appel à toute personne qui veut intégrer ce projet d'ouverture et de tolérance internationale, de nous rejoindre et de construire ensemble, continuer d'enrichir comme ça notre projet associatif. L'appel aux familles, vous cherchez des familles d'accueil. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui nous écoutent, qui peut-être se disent, tiens, mais oui, j'accueillerais bien quelqu'un, un étudiant étranger, mais... Alors, dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous recherchez comme famille, comment ça se passe, qu'est-ce que ça peut apporter à une famille aussi? Je vais d'abord dire quelque chose qui est très important, et ce n'est pas faire, comment dire ça, je partage toujours ça, et les gens sont surpris que je le dise. Je dis, sans famille d'accueil, nos programmes ne peuvent pas exister. Donc, ils sont vraiment la pierre angulaire de notre système. Donc, que toute famille se rende bien compte que c'est grâce à elle, c'est grâce à notre ouverture, grâce à notre générosité, grâce à notre implication que nous construisons le monde de demain. Donc voilà. Donc d'abord prendre conscience de ça. Deuxième chose, ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas seuls. Nous avons un cadre, nous avons une structure qui permet au moindre problème, nous sommes là. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, nous sommes disponibles à les soutenir, quel que soit le niveau de questions ou de difficultés. Et s'il y a un problème, nous sommes aussi là. Et comme disait toujours André Gide, je dis toujours aux familles aussi, il n'y a pas de problème, il n'y a que de solutions. Donc la famille, maintenant, elle est décidée. Comment elle fait? Elle vous téléphone, elle envoie un mail? Est-ce qu'il y a un dossier à remplir? Est-ce que, par exemple, quand ils vous contactent, ils doivent dire, voilà, on a une chambre, donc on sait accueillir quelqu'un, on parle une deuxième langue dans la famille, etc.? Oui, en fait, dès qu'ils sont convaincus, dès qu'ils ont eu la motivation, ils nous contactent au bureau. On est sur tous les canaux de communication. On a notre email, le téléphone, Facebook, tout ce qu'ils veulent. Et dès qu'on reçoit ici leur intérêt, ma collègue qui coordonne tout ça les contactera rapidement. On est très réactif par rapport à ça, dans le but de leur rendre visite et d'abord, de leur donner toutes les explications en ce qui concerne tout ce que l'accueil implique et aussi qui nous sommes, et aussi se tenir disponible pour voir s'ils ont des questions à poser. Et on parcourt avec eux aussi quelque chose pour voir le profil de famille qu'ils sont, etc., pour pouvoir les aider aussi, ou les conseiller, ou les recommander au choix de l'étudiant qui va parfaitement s'intégrer dans la famille. Il y a une dernière question, on n'en a pas parlé, le coût. Est-ce que ça coûte quelque chose, l'étudiant qui part? Est-ce qu'il doit payer le voyage? Est-ce qu'il doit payer son séjour? Et la famille qui reçoit, qu'est-ce qu'elle doit prendre en charge? La famille qui reçoit, je vous ai dit, c'est totalement bénévole. Les familles qui reçoivent, c'est totalement bénévole. Donc, mais je crois qu'il y a un coût.
Et une famille qui accueille ne regarde pas le coût que lui coûtera l'étudiant. Et dans le coût que va coûter l'étudiant, j'ai bien dit, il faut juste qu'il soit logé, nourri, blanchi. Bon, l'étudiant, il a lui-même son argent de poche. Les frais de scolarité sont à la charge de la famille naturelle qui envoie le jeune. Donc, voilà un petit peu pour faire directement. Mais à l'inverse, le jeune qui part à l'étranger, il paye bien sûr une contribution au programme en fonction du pays, etc., etc. Merci à vous, Rostand Thuilieu, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, vous êtes le directeur de YFU Belgique. Et si les personnes qui nous écoutent veulent de plus amples informations, ils peuvent toujours aller sur le site de YFU. Pour la Belgique, c'est yfu-belgique.be. Pour la France, c'est yfu.fr. Je vous signale que si vous avez envie peut-être de partager ce podcast parce que vous l'avez aimé, eh bien vous pouvez le faire, vous pouvez le liker, vous pouvez vous y abonner aussi, comme ça vous serez tenu au courant de la publication d'une prochaine interview et d'un prochain podcast. Laissez-nous aussi un commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. Voilà, sur ce, je vous quitte. Merci de nous avoir écoutés. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.